Bonjour, professeur. Ok. Merci beaucoup, Biguet, de me donner la parole. Bonjour, chers participants, chers panélistes. Euh, Moi, mon nom, c'est professeur Abdou Aziz Kébé. Je suis agrégé de droit public, spécialiste de finances publiques à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et directeur du Centre d'études et de recherche en ingénierie juridique et financière, Serif, et chef du département de droit public à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je crois qu'aujourd'hui, on nous a sollicité pour l'amélioration d'un panel intitulé Intégrité et lutte contre les flux financiers illicites pour une gestion responsable et efficace des finances publiques. Je crois qu'il s'agit d'une thématique éminemment importante pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons parce que, comme on l'a indiqué dans les termes de référence à nous envoyer, les flux financiers illicites constituent en réalité des pertes de recettes énormes pour l'Afrique et dans les dernières, ces flux sont évalués à un montant très élevé, ce qui pose une problématique par rapport à la mobilisation de nos ressources publiques. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, au moins, c'est que nous avons en Afrique en général et au Sénégal en particulier un système d'intégrité qui est encore faible. Par exemple, les maires qui déclarent leur patrimoine, le patrimoine déclaré n'est pas connu par les populations locales, ce qui pose une véritable problématique. Le patrimoine publié, le patrimoine déclaré n'est pas publié, en tout cas, c'est au choix. Alors que dans d'autres pays, par exemple au Bénin ou au Niger ou au Burkina, le patrimoine publié est connu et lisible sur Internet. Ce qui pose donc la problématique, comme l'a indiqué, comme l'ont indiqué les TDR, la problématique de l'effectivité des dispositions du Code de transparence. Ces dispositions sont très claires. Tout le patrimoine des élus, tout le patrimoine des détenteurs de deniers publics, ce patrimoine doit être rendu public. Je crois que c'est tout le sens du panel. Comment faire pour lutter contre les flux financiers illicites, mais aussi comment faire pour améliorer notre système de transparence, notre système de redevabilité, notre système d'intégrité, parce que c'est une problématique éminemment importante pour l'Afrique, mais aussi pour le Sénégal, parce que dans le cadre du PSE, comme nous le savons, l'axe 3 du PSE, c'est un axe qui est consacré à la gouvernance, notamment à la gestion transparente des deniers, des deniers, des deniers publics. Pour faire ce panel, trois experts ont été invités. Il s'agit de M. Magaï Boy, que je salue fraternellement et cordialement, maire de la commune de Khombol, inspecteur des impôts et des domaines. Bonjour, cher Magaï. Nous avons aussi M. Mahmoud Diop, de la direction de la programmation budgétaire. Cette direction, elle est extrêmement importante. Avec la réforme du budget programme, nous savons qu'aujourd'hui, la logique programmatique est au cœur des politiques publiques. Parce qu'un programme regroupe des crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions représentatives d'une politique publique. Et dans la gestion d'un programme, il y a le moyen terme, il y a la planification. Donc cette direction, elle est importante parce que c'est la direction de la programmation budgétaire qui élabore ce document que vous connaissez bien, le DPBEP, le document de programmation budgétaire économique pluriannuelle. Donc, il est important dans ce dispositif d'avoir cette direction. Et nous avons Eliman Khan qui était prévu dans le dispositif comme étant le modérateur, le président de l'Aide Africa. Cela dit, je voulais, si vous le souhaitez, chers panélistes, vous donner la parole tour à tour, organiser nos discussions. Chacun aura un temps de parole au maximum 15 minutes, parce que Biguet me signale qu'il faut qu'on parvienne à finir à 17 heures. Donc, chaque panéliste peut faire un exposé de 15 minutes. Et après les exposés, nous allons essayer de donner la parole au public pour recevoir les réactions et enfin tirer une note de conclusion. Je ne sais pas si la formule vous agrée, chers panélistes.
mais c'est ce que je voudrais vous proposer. Oui, professeur, ça marche. Vous allez, c'est quoi votre thème? Monsieur Mahmoud Diop, c'est quoi le thème que vous allez présenter? Oui, Oui. oui, professeur, peut-être au niveau de la transparence, des aspects de transparence, au niveau de l'élaboration du budget. OK. La transparence dans le processus d'élaboration. C'est ça, monsieur Diop? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Transparence dans le processus budgétaire. Monsieur Boy? Monsieur Magay Boy, il est là? Monsieur Boy est en train de se connecter. Il a quelques problèmes techniques. Donc, on peut commencer par monsieur Diop. Je salue le président directeur, M. Iliman Khan. Bonjour, cher Iliman. Bonjour, professeur. Merci beaucoup. Merci. Peut-être, professeur, je ne sais pas, avant de donner à Mamoun, peut-être on peut essayer de camper un peu le cadre dans lequel cette activité est organisée et en profiter pour donner la parole aussi à notre partenaire du projet d'appui à la gestion des finances publiques, Monsieur Oumarou Mansour Diagne, parce que c'est le dernier débat euh, que nous organisons, le dernier débat numérique dans le cadre de cette première phase de ce projet. Ce serait bien de commencer par ce rappel des objectifs-là avant d'entrer dans le vif du sujet avec les grands experts. Je vois monsieur le maire qui est bien avec nous. Aujourd'hui, nous l'interpellons, bien sûr, encore parce que c'est un expert du domaine, mais que nous sommes en train de perdre parce qu'absorbé par l'action politique, mais qui est aussi un brillant maire de Khombol, donc qui est encore très utile à l'action publique en plus de ses fonctions de responsable au niveau local aussi des impôts à Hambourg. Voilà, donc je souhaiterais peut-être qu'on commence par ça, Abdou. Ce D'accord. petit rappel des objectifs et de ce qui a été fait depuis et pourquoi on se retrouve aujourd'hui avec ce thème-là pour le dernier webinaire. Très bien. Donc, nous allons. Donc, Iliman donner la parole. Oui. Monsieur Donc, Diop. voilà. Donc, peut-être je peux juste un peu développer, ensuite donner la parole à Mamadou Mansour Diagne, de l'USAID, du programme Appui à la gestion des finances publiques, pour dire qu'en fait, cette activité, comme vous l'avez bien vu dans les thèmes de référence, entre dans le cadre d'une action que nous avons démarrée il y a 6 mois maintenant, avec, en partenariat avec l'USAID, mais aussi nous travaillons en consortium avec l'URAC, l'Union des radios et associations communautaires, pour permettre à ce que les débats que nous pouvons avoir à un certain niveau centralisé puissent véritablement atteindre les masses à travers ces radios qui vont répliquer vers les communautés. Alors, cette activité, c'est une contribution que le consortium Lex-Irak fait dans le cadre du projet d'appui à la gestion des finances publiques, dans lequel l'USAID accompagne l'État du Sénégal à travers le ministère des Finances.
et une place a été donnée aux organisations citoyennes comme la nôtre pour pouvoir contribuer à cette action. Et donc, nous avions fait une proposition qui consistait à essayer de voir un peu dans quel cadre nous pouvons appuyer davantage la transparence et la participation budgétaire, mais surtout au niveau des leviers légaux qui existent, mais aussi des préoccupations des populations à la base. Et c'est ce qui a fait que nous nous sommes intéressés au processus budgétaire dans son ensemble, mais aussi au budget au niveau local, au niveau territorial. Et nous avons mis une partie des activités au niveau local avec des formations, mais aussi avec des cadres de concertation pour mieux favoriser la participation citoyenne au processus budgétaire et pour que ce budget puisse répondre surtout aux préoccupations des populations par rapport aux spécificités de leur territoire. Alors, donc, c'est un peu ça que nous avons essayé de faire avec une véritable collaboration du ministère des Finances. Et c'est l'occasion de les remercier tous au niveau de l'autorité du ministre lui-même, mais aussi de la Direction générale du budget et particulièrement Mamoun, qui est très, très disponible depuis le début. On l'a même amené jusqu'à Moro pour une formation, malgré leur agenda très serré, comme nous le savons, à ces périodes-ci. Je remercie personnellement vraiment Mamoun Diop pour sa disponibilité et sa générosité dans la contribution qu'il continue à faire jusqu'aujourd'hui même. Alors, donc, aujourd'hui, nous avons choisi de parler de cette question d'intégrité par rapport au FFI parce que nous travaillons dans le domaine des FFI depuis longtemps. Hein. Marguerite peut en témoigner parce qu'on a beaucoup fait ensemble, aussi bien dans la formation que dans l'analyse. Mais également, nous avons vu à partir de ce travail-là des défis majeurs liés à la mobilisation des ressources domestiques, mais surtout à leur optimisation. Parce qu'avant de parler de dépenses, de budget, il faut d'abord mobiliser ces ressources-là à travers les instruments que nous avons fiscaux. Et donc, nous sommes intéressés à cela d'abord, parce que plus qu'on a de ressources mobilisées, plus on augmente la souveraineté de l'État dans l'exécution budgétaire. Bon, ça, je le dis dans le cadre effectivement de cette économie mainstream dans laquelle nous sommes, parce que si on sort de cela, si on entre dans l'hétérodoxie économique, il y a d'autres facteurs qu'on peut mobiliser pour faire les dépenses publiques qui ne peuvent pas ne pas être directement liées aux ressources mobilisées par la fiscalité. Mais restons dans ce domaine-là pour dire que, donc, comment faire pour mieux mobiliser ces ressources, pour pouvoir mieux les dépenser, c'est ça qui nous intéresse. Et nous nous sommes dit qu'au-delà des textes qui existent, parce qu'il y a les lois, le cadre réglementaire, juridique, etc., qui existent, on va en parler tout à l'heure peut-être, il faut aussi s'intéresser aux questions d'intégrité, de transparence, aux questions liées véritablement à l'intégrité du système qui peut permettre que cette mobilisation se fasse de façon optimale en évitant les facteurs corruptogènes, en évitant d'autres facteurs sur lesquels je pourrais bien revenir tout à l'heure, parce qu'on ne peut pas ne pas parler du, du, euh, du code de transparence qui est un élément qui accompagne les réformes des finances publiques. Donc, c'est l'une des directives. Et donc, voilà, comment est-ce que ce code de transparence est mis en application pour favoriser cela? Donc, voilà un peu pourquoi nous avons choisi ce thème. Je pourrais y revenir plus tard en tant que panéliste, mais je voulais quand même dire ça et puis remercier vraiment tous ceux qui ont accepté de participer à ce webinaire. Le monsieur le maire qui est très occupé, Mamoun, je l'ai dit. Nous avons invité aussi le corps de contrôle qui ont un rôle important à jouer. Malheureusement, je pense que finalement, on n'a pas la Cour des comptes parce que je n'ai pas eu
puis avoir la confirmation de son secrétaire général, même s'ils étaient dans les dispositions de participer. Euh, Également, on avait l'OFNAC. Je ne suis pas sûr, je n'ai pas eu de retour de Bigué si l'OFNAC a confirmé sa participation à ce webinaire, mais c'est important d'avoir aussi les corps de contrôle pour avoir un peu leur analyse de la situation par rapport au travail dont ils sont responsables. Voilà un peu, si tu voulais, Abdelaziz, ce que je voulais dire en introduction pour camper le lieu du débat avant qu'on entre dans le vif du sujet. Merci à toi aussi d'avoir accepté de modérer cette activité malgré ton calendrier très chargé et à tous ceux qui nous suivent également. Merci. Très bien, merci beaucoup. Bonjour, Oui, bonjour. Mansour Diagne, USAID, appui à la gestion des finances publiques. Bonjour, M. Diagne. Oui, bonjour tout le monde. Je me réjouis de me joindre à vous pour ce webinaire organisé par le consortium Lex-Africa URAC dans le prolongement des premiers webinaires qui ont déjà eu lieu et qui ont touché à plusieurs domaines, plusieurs secteurs en rapport avec la gestion des finances publiques. Je me réjouis de retrouver des acteurs du développement que j'ai déjà pratiqués. Je me réjouis aussi de retrouver Monsieur le maire de Khombal, dont la sœur est une collègue dans les processus de développement et qui m'a beaucoup parlé aussi de lui, entre autres, à l'ADEME. C'est votre sœur. Voilà, exactement. Donc, c'est un plaisir renouvelé. Bon, le prétexte de ce webinaire, c'est un prétexte assez important, comme l'a tantôt développé Eliman, parce que ça touche des questions qui sont des questions cruciales en matière de gestion des finances publiques, ou je devrais dire en matière de développement. Parce que ça touche aux questions de corruption, ça touche aux questions d'évasion fiscale, ça touche aux questions de financement d'activités illicites. Je n'ose pas parler de terrorisme, mais entre autres activités qui sont des activités dommageables pour une économie. Et d'ailleurs, l'actualité récente au Sénégal nous rappelle l'acuité de cette thématique, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours de cela, notre marine nationale a pu empêcher que des trafiquants puissent transiter par nos eaux territoriales pour convoyer des produits illicites comme de la cocaïne, entre autres. Toutes ces activités-là concourent souvent à faire développer une économie parallèle, mettant en danger l'économie normale d'un pays, mettant en danger cette économie normale parce qu'il y a un détournement aussi des ressources de ce pays-là, des ressources qui auraient pu servir à des dépenses publiques, donc à satisfaire la demande sociale quelque part. Donc c'est une raison donc suffisante pour justifier du traitement d'une question aussi importante et voir les voies et moyens qui permettent de juguler ce phénomène-là et de voir dans quelle mesure densifier davantage les cadres qui permettent de bloquer ce genre de phénomène, donc les flux financiers illicites. En tout cas, nous, du côté de USAID, appellation finances publiques, c'est une thématique qui coïncide avec nos champs d'intervention, parce que nous avons 3 champs d'intervention de manière générale. C'est un champ d'intervention qui touche à la transparence budgétaire et à la participation du public au processus budgétaire. C'est aussi un champ d'intervention qui touche à la densification des ressources nationales, des ressources publiques, pour permettre à l'État de faire face à ses responsabilités en termes de satisfaction des besoins des populations. Et 3e champ d'intervention, qui n'est pas les moindres, c'est le champ qui permet un peu de renforcer toutes les initiatives et les cadres de contrôle, aussi bien à l'interne qu'à l'externe des structures étatiques. Donc, c'est une manière de dire que nous sommes vraiment en corrélation avec toutes les initiatives qui vont dans ce sens-là. Et cette initiative-là en est une.
Et c'est pourquoi je suis heureux aussi de retrouver Mamoun, comme on le disait tantôt, qui est de la direction de la programmation budgétaire et avec qui aussi nous collaborons beaucoup parce qu'il joue aussi un rôle de point focal au niveau de cette direction pour le projet. Donc, c'est le lieu de dire que la suite des débats, c'est une suite qui nous importe beaucoup parce que dans le cadre du programme que nous avons en charge, nous accompagnons le gouvernement pour renforcer ses capacités techniques et ses capacités d'intervention, comme je le disais tout à l'heure, à travers 3 champs d'intervention. Mais à côté de l'État, nous appuyons aussi les organisations de la société civile qui travaillent dans ces domaines-là. Et c'est le cas du consortium Lex Africa URAC, qui bénéficie d'une subvention pour pouvoir mener ce genre d'activité. Donc, c'est le lieu ici de réaffirmer notre disponibilité à appuyer davantage des initiatives de ce genre-là, outre celles qui sont conduites par l'État. En espérant que les débats seront des débats riches, je n'en doute point, qui permettront d'ouvrir de nouvelles perspectives ou en tout cas de renforcer l'existant, mais aussi d'ouvrir de nouvelles perspectives qui vont dans le sens de renforcer les capacités des différents acteurs qui sont impliqués dans ce genre de processus. Je rappelle juste que je suis sur la plateforme avec un de mes collègues qui s'appelle Papa Sanou Faye, qui s'occupe aussi des subventions. Et donc, je m'excuserai d'avance si je ne puisse rester jusqu'à la fin parce qu'il y a d'autres obligations à côté, parallèlement à celle-là. Peut-être qu'il pourra me suppléer jusqu'à la fin du webinaire. Mais je ne présume pas peut-être de partir plus tôt, mais dans tous les cas, il est possible que je parte plus tôt. Tout en vous souhaitant un bon webinaire et en vous transmettant aussi les salutations de tous mes collègues du projet. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, M. Diène, pour cette introduction qui rappelle les objectifs de votre collaboration avec Leg Africa. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, je voulais donner la parole à M. Diop de la direction de la programmation budgétaire pour qu'il nous présente en 15 minutes la transparence dans le processus budgétaire. M. Diop, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur. Je crois que... Oui. Merci beaucoup, professeur. Je voudrais à l'entame féliciter Lex Africa qui, en rapport avec l'USAID, est en train de faire un travail énorme. Et le ministère des Finances ne pouvait pas être indifférent parce que ces aspects-là devraient peut-être relever du ressort de notre département, mais c'est en complément de nos actions. Je crois que ce que vous faites, vous le faites pour nous. Donc, toute information portée au public, en tout cas en matière financière, est la bienvenue pour nous. Et l'autorité, le ministère des Finances, le directeur général du budget et même le directeur de la programmation budgétaire insistent pour que nous assistions à toutes vos activités, malgré certaines charges contraintes d'agenda. Ce matin, tout à l'heure, il l'a rappelé, parce qu'il y avait d'autres collègues qui devaient même assister à cette réunion, mais il y avait d'autres activités à couvrir. Mais il m'a dit d'aller vraiment honorer cet engagement et je voudrais vraiment le dire que nous serons toujours à vos côtés pour ces genres d'activités qui nous intéressent à plus d'un titre. Dans un premier temps, je crois que le thème ne nous disait pas grand-chose. On avait dit que peut-être ce n'est pas de notre domaine de compétence, mais d'après les termes de référence et les explications données par Biguet et tout à l'heure par le professeur Eliman, on a compris que l'aspect transparence, il fallait peut-être un préambule à ce panel, donc quel mot introductif relativement à la transparence. C'est pourquoi on a essayé de faire quelque chose, de se prononcer sur quelques aspects de la transparence relativement au processus de préparation qui relève en tout cas de la direction de la programmation budgétaire. J'avais oublié de me présenter, je me nomme El Hadj Mamoun Diop, je suis administrateur civil, conseiller technique du directeur général du budget.
sans le dire, le professeur va comprendre qu'il a été mon formateur à l'ENA. Merci, professeur. Donc, je ne suis pas expert, expert professeur, donc je suis votre élève. On va essayer peut-être de prendre quelques aspects sur la transparence. En tout cas, il y avait des principes budgétaires qui ont été édictés et qui s'imposaient à nous, c'est-à-dire c'était pour permettre de gérer les finances en bon père de famille responsable. Mais au cours des évolutions et des mutations de l'État, on a vu que ces principes budgétaires ont eu à connaître beaucoup de dérogations et atténuer l'efficacité de ces principes. Et ce qui a poussé à rechercher d'autres principes qui sont censés les compléter ou bien les redynamiser. C'est dans ce sens qu'on a érigé la transparence budgétaire au rang des principes à adopter. Ainsi, la transparence est apparue au fronton de la directive du cadre harmonisé des finances publiques. Et la transparence peut être définie dans le code de transparence que nous avons, qui a internalisé la directive comme la qualité de ce qui laisse apparaître la réalité toute entière, ou de ce qui exprime la vérité sans l'altérer. Pour se résumer encore à dire qu'en matière budgétaire et financière, la transparence suppose l'organisation et la procédure de gestion des deniers publics de manière claire et simple, tout en apportant les garanties de sécurité les plus absolues. De ce point de vue, cette transparence exige que les citoyens, à la fois contribuables et usagers des services publics, de même que leurs représentants, soient clairement, régulièrement et complètement informés de tout ce qui concerne la gouvernance et la gestion des fonds publics. Vous comprenez donc que elle est une mise en œuvre satisfaisante de l'ensemble des mécanismes destinés à assurer la production, la fiabilité, l'exhaustivité, l'exactitude, la sincérité, l'accessibilité et l'intelligibilité de l'information budgétaire, sous réserve, bien entendu, des secrets légitimement protégés. Donc, cette mise à disposition de cette information-là est constamment évoquée par les autorités publiques et même par nos partenaires, ce qui explique toute la légitimité et la crédibilité des décisions financières qui sont fonction du degré de transparence dans laquelle elles sont conçues, présentées, adoptées et exécutées. Donc, on peut dire que de manière classique, la procédure budgétaire était marquée par l'alternance des interventions entre l'exécutif et le Parlement. L'exécutif prépare le projet du budget, le Parlement débat, amende et adopte. L'exécutif ensuite met en œuvre le budget adopté et le Parlement exerce un contrôle post a posteriori. Il s'ensuit que les rapports entre ces deux sont rythmés par ces deux rendez-vous annuels obligatoires. Mais avec l'avènement de la transparence, ces rendez-vous se sont démultipliés à volonté. Et toujours, on cherche à d'autres rendez-vous pour les multiplier. On assiste maintenant à une intégration du Parlement dans tout le processus budgétaire. Dans un premier temps, on disait qu'il y avait une certaine technicité de la matière budgétaire et il y avait une supposée absence d'expertise des parlementaires afin pour justifier un peu le monopole de l'exécutif dans le processus. Mais le principe de transparence va instaurer une sorte d'équilibre entre ces deux institutions. Par exemple, au niveau de la préparation, d'abord, auparavant, les parlementaires ne découvraient les choix qu'après le dépôt du projet de loi de finances. Désormais, avec l'application du principe de transparence, le gouvernement doit organiser un débat parlementaire autour de ces grandes orientations budgétaires. Ceci en référence à la LOLF en son article 56
c'est le fameux débat d'orientation budgétaire. Ce débat, dont la non-tenue empêche d'irrégularité la procédure de préparation, permet au gouvernement de faire le point sur la situation et les perspectives économiques et de préciser la stratégie des finances publiques sur un horizon temporel d'au moins 3 ans. Ce débat, organisé au plus tard à la fin du deuxième trimestre de l'année, doit porter sur le document de programmation budgétaire économique et pluriannuel DPP, comme l'a souligné tout à l'heure le professeur. Aussi, donc, l'institution de ce débat-là permet aux parlementaires de saisir les axes des politiques publiques qui sous-tendent les différentes institutions budgétaires et de poser des questions sur les politiques financières et budgétaires du gouvernement. Ce débat est une occasion pour ces parlementaires de tenter d'influencer le contenu de la prochaine loi de finances, puisque le projet est encore à cette époque en cours de préparation. Ça, c'est le premier niveau d'implication. Le deuxième niveau d'implication, ça, c'est un acquis. Donc, au niveau du vote, il y a toujours, intervient à la suite d'un marathon budgétaire et il y a toujours des discussions suffisamment encadrées par la Constitution, la LOLF et même par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ainsi, il y a des échanges permanents en permanence entre l'exécutif et le législatif en séance plénière et en commission des finances et en séance plénière. Et ça finit par un vote. Si c'est favorable, les parlementaires autorisent ainsi l'exécution des ressources et des charges qui sont inscrites dans le projet de loi. Mais en termes de renforcement de l'information parlementaire, toujours au nom du principe de la transparence, il y a 2 aspects qui ont été notés ou bien améliorés, intégrés dans ce dispositif. Il y a l'existence des programmes budgétaires. Je crois que tout à l'heure, le professeur a donné la définition du programme qui impose maintenant au gouvernement une présentation et une justification au premier franc de l'ensemble des crédits inscrits. Il y a l'autre aspect aussi, il y a une amélioration de la quantité et de la qualité des documents annexés au projet de loi de finances initiale. Ces annexes-là sont d'une importance particulière au regard du principe de transparence qui exige à ce que l'information portée à la connaissance des partenaires soit claire, intelligible et exhaustive. Et à voir de près, toutes les annexes portent des précisions nécessaires à la compréhension du projet de loi de finances. Je peux en citer au nombre des annexes le document Voies et moyens qui retrace le recouvrement des recettes, le montant des recettes, la répartition, le DPBEP qui est actualisé. Il y a le PAP, projet annuel de performance aussi. Il y a le DPPD aussi qui est annexé. Il y a le document genre qui décrit la prise en compte de la dimension genre dans la budgétisation. Il y a le document risque budgétaire qui indique les différents risques auxquels est exposé le projet de loi et les moyens de faire face, donc la mitigation et les atténuations. Il y a le rapport économique et financier donc, qui décrit le contexte sur lequel évolue et élaboré le projet de loi de finances. Il y a aussi le rapport d'évaluation ex ante des projets. Donc, les projets, avant d'être inscrits dans le budget, font l'objet d'une évaluation. Il y a aussi la description de la gestion de la dette. Donc, il y a un document de stratégie de gestion de la dette. Il y a aussi le budget vert qui prend en compte l'intégration de la dimension environnementale dans le budget. Il y a le projet d'investissement public donc, qui retrace tous les investissements publics retenus. Il y a le budget citoyen qui, de manière claire et simple, traduit le projet de loi de finances. Il y a d'autres documents en bref. Toutes ces annexes-là, c'est pour renforcer l'information du parlementaire pour une meilleure transparence.
Ça, c'était au niveau de la préparation. Mais au niveau de l'exécution aussi, le gouvernement transmet très régulièrement au Parlement, à titre d'information, des rapports sur l'exécution du budget. Donc, trimestriellement, il y a un rapport qui est transmis à l'Assemblée. Il communique aussi toute information relative aux modifications de l'autorisation parlementaire. Les parlementaires avaient autorisé des inscriptions et au cours de la gestion, il y a des modifications, des actes modificatifs, des arrêtés de virement, des arrêtés de transfert, des changements donc de destination. Mais à chaque fois, il faut informer le Parlement. Dans l'exécution aussi, les parlementaires peuvent entreprendre toute investigation et aucune information demandée ne saurait leur être refusée. Ils peuvent aussi procéder à l'audition des ministres et même des responsables de programme et accéder à toute information sans réserve sur tous les aspects relatifs à la gestion des deniers publics. Vous voyez donc, au niveau de l'exécution aussi, le Parlement est fortement impliqué et veille à la bonne exécution de la loi des finances. Au niveau de la reddition de comptes, je peux rappeler qu'il y a, en plus de ces moyens d'incursion dans la préparation et de l'exécution, les parlementaires aussi, il a été renforcé le cadre juridique de contrôle et d'évaluation de l'exécution des lois de finances. Je n'ai pas essayé de développer ici. Je croyais qu'il y aurait les organes de contrôle et les corps de contrôle qui pourraient prendre ces aspects de reddition des comptes, de redevabilité, parce que nous, à notre niveau, c'était un peu la production des lois de règlement. Et à ce jour, nous sommes vraiment en règle. Toutes les lois de finances, lois de règlement ont été déposées au bureau de l'Assemblée nationale de 2000. Il y avait un rattrapage de 2018, 2019, 2020. La loi de finances de 2021 a été promulguée, celle de 2022 a été déposée et en instruction au niveau de la Cour des comptes, mais au niveau de l'exécutif, son travail a été finalisé et transmis à la Cour des comptes. En termes de transparence aussi, on peut noter les efforts faits pour l'amélioration de l'information du citoyen. Donc, au nom du principe de transparence, il y a une tentative d'aménager quelques mécanismes permettant d'informer le citoyen à chaque étape du processus budgétaire. Ainsi, le gouvernement publie toutes les informations relatives à l'activité financière, que ce soit l'information financière passée, présente ou future. Donc, toutes ces informations doivent être publiées. Ainsi, le document, par exemple, qui est soumis au débat d'orientation budgétaire, c'est-à-dire le DPB, est publié. Sous ce rapport, le gouvernement communique ses priorités à un large public. On peut signaler aussi que depuis 2022, le gouvernement partage avec les organisations de la société civile ce DPB-là qui présente les grandes orientations et tient compte de leurs observations dans le cadre de son actualisation parce que le DPB, avant son dépôt à l'Assemblée nationale avec la loi des finances, est actualisé. Donc, toutes les observations reçues des autres partenaires sont intégrées et prises en compte. Le gouvernement aussi publie à destination du grand public un guide synthétique budgétaire clair et simplifié, qu'on appelle souvent le budget citoyen. Et c'est une version simplifiée et imagée. Cette année, je crois qu'on a fait une bande dessinée même sur le budget citoyen pour atteindre un maximum de public, ce qui facilite l'appropriation du budget par le citoyen et son implication pertinente dans le suivi et le contrôle des politiques publiques. Donc, tous les documents budgétaires que j'ai cités, le projet de loi de finances, la loi de finances et toutes les annexes et relatives sont également publiées pour le compte du citoyen et pour le compte du citoyen.
C'est pour vous dire que dans les autres aspects, comme les marchés publics, il y a aussi d'autres moyens qui ont été développés. Comme que c'est pas, je ne vais plus entrer dans ce créneau des marchés publics parce que c'est un peu réservé à la DCP, c'est pourquoi. Mais les mesures, les moyens de publicité aussi sont largement présents dans le dispositif des marchés. Sur d'autres aspects aussi, c'est le même cas. C'est en tout cas une tentative de capter tous les bénéfices, en tout cas tous les enjeux liés à la transparence pour en fait apporter une plus-value, en tout cas lutter contre les flux qui sont illicites, en tout cas pour assurer une gestion plus efficace et responsable de nos finances publiques. C'est pourquoi tout ce personnel-là juridique est mis en place et il y a des mesures qui sont déployées. Peut-être qu'il y a des efforts à faire encore. Il y a des aspects qui sont moins bien réalisés. Ça aussi, nous sommes conscients de certains manquements et nous y sommes et nous travaillons sur ces aspects-là pour améliorer le dispositif et en fait d'assurer une meilleure gestion de nos finances publiques. C'était un peu les aspects que je voudrais peut-être développer sur la transparence relativement à la préparation, particulièrement à la préparation budgétaire. Un certain nombre de dispositifs est mis en place et nous essayons tant bien que mal de s'assurer, en tout cas, de donner des garanties sur le respect de ce principe de transparence budgétaire pour contribuer. C'était un peu ma contribution sur cette thématique qui me paraît très utile à l'heure actuelle. Merci, professeur. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions de votre exposé, M. Diop. Bon, je crois que vous êtes un expert en finances publiques. Je crois que vous avez rappelé déjà l'importance du principe de transparence, qui est un principe qui fédère en réalité tous les autres principes budgétaires. Et vous avez essayé de montrer que, et c'est important parce que nous le savons, hein, la place du Sénégal depuis plusieurs années n'est pas honorable dans le classement qui est fait par l'indice de perception de la corruption. Donc tout le monde sait que le Sénégal n'a pas une place honorable dans le système de notation. Et vous avez vu aussi avec International Budget Partnership, avec IBP, avec le budget ouvert, toutes les difficultés que nous avons en matière de transparence. Vous avez rappelé que cette transparence, elle gouverne tout le processus budgétaire. D'abord, au moment de l'élaboration du budget, il y a l'implication des parlementaires, notamment à travers le débat d'orientation budgétaire, qui est un débat important qui se tient au mois de juin. Et effectivement, c'est un débat qui est réel. Dans certains pays, le débat ne se tient pas toujours, même si c'est prévu par le texte. Mais aujourd'hui, au Sénégal, c'est une réalité. Le gouvernement associe la société civile à ce processus budgétaire. Il y a aussi une implication, pour résumer, au moment de l'adoption de la loi de finances, l'implication de l'Assemblée nationale en général et de la société civile, qui est indirecte et liée tout simplement à la nature du concept de programme, qui donne plus de lisibilité, plus de clarté dans l'analyse des politiques publiques. Parce qu'un programme, c'est découper des crédits avec des indicateurs de performance, avec un suivi d'évaluation. Donc, le vote devient plus simple parce que le vote ne porte plus exclusivement, comme vous l'avez rappelé, sur des services, mais sur des politiques publiques, sur une vision. Nous avons, chaque ministère a 3, 4, 5 programmes, et l'ensemble de ces programmes, si vous les compilez, cela donne tout simplement la vision de l'État du Sénégal dans le moyen terme. Dans l'exécution, l'implication, elle est fondamentale à travers ce que vous avez appelé, entre autres, les moyens de contrôle concomitants, à travers le droit d'enquête, qui sont des moyens classiques, entre autres, mais surtout le rapport trimestriel d'exécution des lois de finances et la mensualisation aussi du TOF par ailleurs. Et ce rapport trimestriel d'exécution des lois de finances permet tout simplement un contrôle en court terme, n'est-ce pas, de la loi de finances, et ça permet d'avoir en temps réel et en temps chiffré ce qui a été prévu comme recette et ce qui a été exécuté comme dépense. Donc, cela implique que le Parlement et la société civile peuvent être associés
Et enfin, il y a le contrôle qui est exercé par l'institution supérieure de contrôle des finances publiques, qu'on appelle la Cour des comptes du Sénégal, qui a une place honorable d'ailleurs en Afrique et dans le monde. Les experts de la Cour des comptes sont fréquemment sollicités en matière de formation. Donc, il y a un contrôle qui est là, le contrôle de la Cour des comptes, à travers aussi le rapport d'exécution des lois de finances, le RELF. Le RELF est un document important à travers aussi le contrôle de l'Assemblée nationale, la loi de règlement. Et ces dernières années, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts en termes de respect des délais de la loi de règlement. Et vous avez fini votre propos, entre autres, par des recommandations qu'on pourrait imaginer, mais sur lesquelles nous allons revenir un peu plus loin en note de synthèse. Je crois que, M. Diop, je vous félicite pour votre exposé. Et sans plus tarder, M. Diop, je vais donner la parole à M. Magayboy, maire de la commune de Khombol. M. Magayboy, vous avez aussi 15 minutes pour nous présenter votre exposé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Abdelaziz. Merci Eliman de m'avoir convié et associé à cette rencontre de haute facture portant sur un thème important aussi bien pour l'État que pour les collectivités. Eliman, je crois que c'est la 4e ou 5e fois qu'on se rencontre dans des webinaires et peut-être 3 fois en présentiel. Abdelaziz aussi, portant également sur des thèmes intéressants relativement à la fiscalité, relativement au transfert, aux flux financiers illicites et un peu à la fiscalité transfrontalière, et notamment les prix de transfert. Alors, c'est un plaisir d'être parmi vous et de partager un certain nombre de choses. Et j'en prends également, j'arrive à tirer énormément de choses du débat. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est sous un autre angle que je vais essayer, disons, en quelques minutes peut-être, pas 15, mais en quelques minutes, par défaut de préparation, parce que je l'avoue, j'avais complètement oublié depuis notre entretien d'hier avec Ediman. Entre-temps, c'est vrai, j'étais hier en conseil municipal qui a tenu toute la journée. Après, dans la soirée, une émission. Ce matin, le travail attendait. Je n'ai pas pu préparer quelque chose véritablement. Mais relativement un peu disons, au thème appliqué à échelle collective territoriale, nous pouvons pouvoir dire quelque chose. Alors, relativement à l'élaboration, au suivi et à l'exécution budgétaire. Je disais un peu pendant la campagne électorale, ou du moins bien avant, que dans ma vision, je voulais que Khombol soit le Porto Alegre du Sénégal. Porto Alegre, une commune du Brésil qui a été connue par sa démarche participative et inclusive dans l'élaboration du budget. Donc, le budget participatif qui est parti de là. Voilà pourquoi je disais que dans la démarche, il faut que les collectivités sénégalaises soient un peu plus versées vers cette démarche participative et inclusive dans la démarche d'élaboration, d'exécution, de suivi et de compte rendu budgétaire. Mais j'avoue que je me suis buté à l'écueil de la gestion quotidienne des collectivités territoriales. 2 ans à la tête de la commune de Khombol. Il m'a été très difficile jusqu'à présent, après conception de 2 budgets, celui de 2023 et celui de 2024, de mener à terme cette démarche participative que j'avais toujours mis en avant dans mes exposés. Pourquoi? Parce que la gestion quotidienne, la recherche un peu de ressources pour répondre aux attentes parviennent à absorber toute autre démarche conçue et voulant être déroulée au profit des populations. C'est vrai que depuis que nous sommes arrivés, on a mis en place un système qui permet de recueillir les besoins des populations. Donc, à travers les conseils de quartier, lesquels ont fait remonter leurs besoins, leurs préoccupations au niveau du débat d'orientation budgétaire, ce qui permet un peu
de revenir sur le calendrier local budgétaire dont la session est ouverte à partir du débat de l'orientation budgétaire. Lequel débat a été bien mené effectivement à l'échelle de ma collectivité territoriale, où on a tenu, après quelques focus group de quartier. Je rappelle avant qu'il n'y avait pas de conseil de quartier dans ma collectivité territoriale. Nous les avons mis en place dans les différents quartiers, lesquels tiennent des focus group qui permettent de remonter les besoins du quartier à l'échelle de la commune, de sorte à les prendre en compte dans l'élaboration du budget. Et ces focus group ou ces comptes rendus de focus group sont présentés au débat d'orientation budgétaire. Donc, tant bien que mal, nous avons essayé d'adopter une démarche, c'est vrai, qui ne recoupe pas entièrement les contours de budget participatif et inclusif tel que conçu, mais qui permet au moins de recueillir les avis, d'avoir un niveau de participation, même si faible, qui permette un peu de prendre en compte les besoins et les préoccupations des populations, au lieu de se mettre, disons, entre quatre murs pour élaborer un budget. Donc, les deux budgets qui ont été élaborés dans la commune de Khombol de 2023 et de 2024 ont recueilli un niveau de participation de la collectivité territoriale. Ceci dit, le débat d'orientation budgétaire, effectivement, constitue une étape importante dans la session budgétaire, mais également dans la chaîne budgétaire de manière générale. Et ce débat a été tenu au mois de fin novembre afin de respecter un certain nombre de conditions minimales obligatoires. Et je rappelle que le PACASEN, le programme d'amélioration des agglomérations, voilà, j'ai oublié un peu la dénomination, mais le PACASEN en lui, qui encadre les collectivités territoriales, y compris la commune de Khombol, pour pouvoir bénéficier des ressources de ce programme, les collectivités doivent respecter un certain nombre de conditions minimales obligatoires, appelées CMO. Dans les conditions minimales obligatoires, depuis l'ouverture du débat d'orientation budgétaire jusqu'au compte rendu budgétaire, jusqu'à l'adoption du compte administratif et sa transmission, la collectivité doit répondre de manière stricte à un certain nombre de conditions, qui sont des conditions de performance, qui dépassent les limites des conditions légales. À titre d'exemple, les communes peuvent voter leur budget, doivent voter leur budget jusqu'au 31 décembre. À défaut, une dérogation peut être accordée jusqu'au mois de mars. Mais ici, les collectivités encadrées par le PACASEN ont l'obligation de voter leur budget, de le transmettre avant le 31 décembre. Il reste entendu que quand on te demande de voter et de transmettre avant le 31 décembre, le mois qui doit précéder le vote du budget, qui doit être consacré au débat d'orientation budgétaire, devra l'être impérativement. Et un autre élément important dans le processus budgétaire des collectivités territoriales, c'est un peu le vote du compte administratif avant le 1er octobre de l'année N+1, de l'année qui suit l'année budgétaire, qui doit faire l'objet d'une présentation de l'adoption du compte administratif. Donc, c'est une autre condition minimale obligatoire. Pour dire en réalité que dans le respect du calendrier budgétaire, les communes qui sont encadrées par le PACASEN, donc les conditions minimales obligatoires, font qu'elles sont dans l'obligation de respecter strictement les délais légaux qui sont indiqués en matière d'élaboration, d'exécution, de suivi et de compte rendu budgétaire. Voilà pourquoi la commune de Khombol particulièrement n'a pas pour le moment de difficultés depuis que nous sommes arrivés sur les 2 années. C'est vrai qu'en 2021, Khombol avait perdu une condition minimale obligatoire, ce qui avait fait qu'elle n'avait pas bénéficié des ressources du PACASEN. C'était une condition. C'était relativement à une étape importante, le vote du compte administratif qui ne l'a pas été dans les délais requis. Donc, pour dire en réalité que le niveau de participation des collectivités, des populations dans l'élaboration du budget a été relevé. Avant, c'était un budget conçu entre 4 murs.
Nous avons essayé tant bien que mal, bien que nous n'avons pas atteint le niveau de participation et d'animation des populations dans l'élaboration du budget et dans sa mise en œuvre, nous avons essayé d'impliquer au moins les conseils de quartier que nous avons mis en place à partir de notre arrivée, de les impliquer dans l'élaboration ou du moins dans l'expression des besoins des populations afin de les prendre en compte dans l'élaboration du budget. Un autre élément, disons, important, c'est dans la stratégie de mobilisation des recettes. Je ne sais pas si oui ou non, ces éléments développés feront que je sorte ou non du sujet ou du thème. Et c'est toujours important d'échanger et disons, de partager un certain nombre d'expériences, de retours d'expérience sur la base de la gestion de la mairie, mais également de retour de certain nombre de projets que nous avons conçus à Humboldt et que nous voulons mettre en œuvre toujours dans le processus d'animation budgétaire, de collecte des recettes, mais également de prise en charge des besoins des populations. Puisque, in fine, l'objectif, c'est de prendre en charge les besoins des populations. Nous sommes arrivés le 10 février 2022, moins de 2 ans. Dans la démarche, il fallait avoir un projet de mobilisation des recettes locales. Donc, le budget, il ne l'est que si derrière les recettes qui doivent être mobilisées pour prendre en charge les besoins des populations l'ont été. Je rappelle, c'est un peu un instrument de prévision de recettes en vue de faire face aux dépenses, en résumé. Donc, on ne peut parler de budget que s'il y a des recettes qui ont été effectivement mobilisées. Voilà pourquoi nous avons conçu en interne dans la commune de Humboldt un programme de mobilisation des recettes. C'est vrai qu'il peine jusqu'à présent à être mis en œuvre, puisqu'ayant besoin de partenaires pour le mettre en œuvre, l'incuber, le faire réussir à Humboldt afin de le dupliquer dans les autres collectivités. Il s'agit, je le partage ici, de l'hologramme du payeur appelé Mandargay qui fait impôt. Mandargay qui fait impôt. Bon, on va revenir sur le concept, le wolofiser, le banaliser ou l'officialiser par une expression française plus solide. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est de donner à chaque payeur de contribution foncière des propriétés bâties une plaque déposée à la devanture de sa maison pour identifier le payeur, ce qui permet d'inverser un peu la stigmatisation du non-payeur. Dans d'autres États, en matière de contribution foncière des propriétés bâties, quand une collectivité, enfin, quand un propriétaire ne s'acquitte pas de ses obligations déclaratives et de paiement, on vient badigeonner la devanture de sa maison pour que nul n'en ignore qu'il n'a pas payé. Mais ici, cette procédure, elle n'est pas admise. Mais nous avons pensé que dans la stratégie et dans la pédagogie qu'il faut agir, afin d'inverser le cycle ou du moins la stigmatisation du non-payeur. Ce n'est pas d'aller badigeonner la devanture de la maison du non-payeur, c'est d'offrir à celui qui a payé une plaque apposée avec les couleurs de la commune et le logo de la commune de Humboldt, un numéro d'ordre et un peu, disons, un code QR infalsifiable qui permet d'identifier la maison rapidement, de sorte à ce que les maisons dont les propriétaires se sont acquittés des différentes contributions puissent être identifiées, ce qui offre un cadre, disons, un cadre de vie un peu plus beau, puisque quand les plaques sont apposées aux devantures des maisons, ça devient très beau, mais également qui permet de stigmatiser le non-payeur qui ne reçoit pas sa plaque, afin de stimuler, disons, le consentement non pas volontaire, puisque il a été déclenché par une pédagogie derrière, mais un consentement à l'impôt que les gens iront payer de manière spontanée parce qu'ayant vu qu'à côté, il y a eu le voisin qui en a bénéficié. C'est la même démarche qui devrait être adoptée pour les commerces qui devraient s'acquitter de leur contribution globale unique, leur offrir, suivant des couleurs différentes, des plaques qui permettent d'identifier celui qui a payé sa contribution et comparativement à l'autre, de sorte à ce que l'usager ordinaire puisse se rendre, s'il est conscient que
l'autre a payé, l'autre ne l'a pas. Il devrait se lancer, s'il est tenté d'acheter un produit, d'aller auprès de celui qui s'est acquitté de sa contribution globale unique. C'est un peu ça l'idée de cette démarche de mobilisation de recettes, disons, dites innovante, puisqu'elle ne sera que si elle a commencé à être mise en œuvre. C'est là où nous appellerons très prochainement Eliman, en contrepartie de ma participation à ce webinaire, à nous accompagner pour pouvoir trouver quelqu'un pour nous accompagner pour la mobilisation de ces recettes-là, de sorte à ce que quand la démarche aura fini de réussir à échelle de Khombol, de pouvoir l'utiliser dans les autres collectivités territoriales et on peut ouvrir toute la protection qui est liée à sa conception. Et l'ex et toute autre personne intéressée pourra l'utiliser. Donc, sans préparation aucune, Eliman, sans peut-être rester dans le thème. Voilà ce que je voulais rapidement partager avec vous. Abdelaziz et tous les autres participants, vous permettez un peu de remercier les autres participants. J'ai entendu le représentant de la direction générale du budget. Abdelaziz, merci pour la modération et puis Eliman, merci de m'avoir associé à cette rencontre. Merci beaucoup, M. Boy, de votre présentation. Je crois que même si elle n'est pas préparée, on a pu comprendre un peu la logique de votre raisonnement parce que notre panel tourne autour de la transparence budgétaire. Vous en avez parlé. Notre panel aussi s'intéresse aux flux financiers illicites, donc à la mobilisation des ressources. Et dans cette dynamique, je crois que vous avez essayé de montrer, en prenant le cas du Khombol, d'importer un peu des expériences ou d'imaginer des solutions endogènes pour la transparence. Donc, en première idée, vous avez essayé de traiter de la transparence dans le processus. Et en deuxième idée, dans le processus budgétaire. Et ensuite, la transparence dans la mobilisation des ressources. Dans la mobilisation, dans le processus budgétaire, vous parlez de budget participatif, de cette technique brésilienne, comment faire remonter les préoccupations des citoyens à travers notamment le débat d'orientation budgétaire locale, qui est une pratique très ancienne dans les collectivités territoriales. Si pour l'État, le débat d'orientation budgétaire est récent, pour les collectivités territoriales, c'est une pratique qui est relativement connue. Et vous avez dit même que les budgets 2023 et 2024 ont été organisés avec la participation des citoyens, ce qui est une bonne démarche. Monsieur Boy, une fois j'étais en mission dans une commune il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'était la commune de Pata. Et j'avais vu un maire aussi qui à peu près abordait ces mêmes démarches de budget participatif avec un maire des enfants, un maire pour les artistes, un maire pour des musiciens, un maire pour des footballeurs. Et ces différents maires, en mettant les guillemets, font remonter les préoccupations. Et un jour, je lui ai posé la question suivante, parce que c'était en période électorale. Il me disait que lui, il ne battait pas campagne du tout. Voilà, il reste là. Ce sont les gens qui, chaque année, pensent que c'est la personne la mieux indiquée. Et ce qui a fait son succès, c'est ça, c'est la transparence. Il a compris très tôt qu'aujourd'hui, l'information financière doit être rendue publique. Et M. Diop l'a rappelé, M. Mamour Diop, en disant que c'est l'information budgétaire présente, passé et futur. D'ailleurs, pour le FMI, la transparence, c'est faire connaître les activités budgétaires passées, présentes et futures. Donc, je crois que c'est une bonne technique. Et vous avez rappelé aussi que vous êtes dans les normes du PACASEN, avec les conditions minimales obligatoires, notamment le vote du compte administratif, la transmission du budget avant le 31 décembre. Et ça, c'est très bien. Ça montre aussi que vous êtes dans cette dynamique, de mon point de vue, de transparence. Ça, c'est des questions c'est des notes que j'ai pu déceler dans votre propos. Et vous avez aussi parlé de la transparence dans la mobilisation des ressources. Effectivement, vous avez parlé de pédagogie de mobilisation des ressources.
Parce qu'il faut amener les citoyens, n'est-ce pas, à payer les impôts de façon efficace, mais selon leur consentement. Une sorte de citoyenneté fiscale. Je crois que votre démarche s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de citoyenneté fiscale, ce qui est tout à fait conforme aussi avec notre constitution. Notre constitution, en 2016, lors du référendum, on a introduit un point important, l'obligation qui pèse sur tous les citoyens de payer les impôts. Ce qui est une nouveauté. On n'a jamais inscrit ce principe dans la Constitution, ce qui est conforme aussi avec le plan de mobilisation des ressources du Sénégal, notamment si vous prenez la Direction générale des impôts et des domaines avec la SRNT, on sait bien que l'un des axes de la stratégie de recettes à moyen terme, c'est le civisme fiscal, le consentement à l'impôt. Donc, avec la contribution foncière sur les propriétés bâties, avec les plaques d'identification, avec la contribution globale unique dans le milieu commercial, je crois que c'est une bonne dynamique de mobilisation des ressources parce que cela participe tout simplement, cela constitue un point important pour encourager le civisme fiscal. Je crois, M. Boy, j'ai essayé de résumer votre propos. C'est une contribution intéressante qu'on pourra encore peut-être réorganiser. Mais je me suis posé des questions. Je me suis posé des questions avant d'ouvrir peut-être les débats. Je me suis posé des questions. Est-ce qu'on ne peut pas améliorer davantage ce système de déclaration de patrimoine au niveau des collectivités territoriales? Parce qu'on parle de transparence budgétaire. Est-ce que le patrimoine du maire ne devrait pas être publié dans toutes les communes, comme cela se fait dans d'autres pays? Est-ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce que le budget de la commune est rendu public, comme le prévoit la loi 2013-10, le code général ou le code de transparence? Parce que le code de transparence ne fait pas de distinction. Tous les organismes publics doivent s'inscrire dans cette dynamique de transparence. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller dans le système anglophone, dans un système où on publie les dépenses de fonctionnement de la commune, qu'on puisse savoir à combien ça coûte le système, le cabinet 313, les dépenses du maire, 321, etc., pour voir le poids des dépenses de fonctionnement dans la masse globale. Je crois que cela peut être des points d'information et d'amélioration de la transparence budgétaire au niveau local. En tout cas, je vous félicite et je félicite les deux panélistes pour la clarté et la pertinence de leurs propos. Je salue aussi M. Boy, qui est aussi un de nos collaborateurs à l'université, parce qu'il est enseignant dans le master de droit fiscal. J'en profite aussi pour vous féliciter. Et nous connaissons aussi votre engagement, n'est-ce pas, pour la marche des affaires de la cité. Alors, donc, ce qu'on va faire, et ce que je propose, c'est d'organiser rapidement des échanges, pas, des discussions sur notre panel, sur notre thématique. Et on pourrait, Ilman, je crois, ouvrir une liste. Ouvrir une liste pour pouvoir prendre les questions. Oui, Abdelaziz, je pense que ceux qui veulent prendre la parole peuvent juste lever la main, comme ça tu pourras leur soumettre la parole. Mais je voudrais commencer justement cette partie du débat. Si tu me donnes l'opportunité, en posant un certain nombre de points sur lesquels je voulais interpeller surtout les acteurs aux affaires, parce que aujourd'hui on parle d'intégrité et de moyens de préserver les ressources qui nous échappent. Je voulais donc juste insister d'abord sur la question de l'intégrité. Comme je l'ai dit dès le début, sur le suivi de la mise en œuvre du code de transparence. Bon, malheureusement, on n'a pas des acteurs qui pourraient véritablement nous parler, ceux qui ont surtout le rôle de contrôle de la comptabilité générale, de la comptabilité publique. Notamment, je pensais à l'OFNAC, bien sûr. Mais aussi pour le thème
euh, il y a des préoccupations que j'ai qui s'intéresseraient aux maires d'abord, parce que je plaide pour eux, mais aussi surtout au trésor public, à l'administration du trésor public, par rapport surtout au transfert budgétaire qui doit se faire vers les collectivités territoriales. Je ne sais pas, j'ai parlé avec mon jeune frère Bédigna qui devait se connecter. Je ne sais pas s'il est connecté, mais si c'est le cas, il pourrait certainement se signaler pour qu'on lui donne la parole. Mais si je reviens sur la responsabilité des acteurs, mais également leur protection. Et je parle de façon générale de la protection des réseaux financiers qui interviennent dans le processus budgétaire, depuis la collecte des ressources jusqu'aux dépenses, et, et essayer d'entrer dans un domaine peut-être sur lequel tout le monde n'est pas à l'aise, mais qui concerne la gouvernance et qui nous interpelle particulièrement nous, c'est-à-dire aussi bien les facteurs corruptogènes qui existent. On aimerait bien avoir des expériences à ce niveau-là, des acteurs des réseaux financiers pour nous dire quel est le niveau comment dirais-je, de menace, si je peux dire, ou bien les risques de corruption qui existent dans le cadre de ce travail et quel type d'impact que ça peut vraiment avoir par rapport à la mobilisation des ressources et à la qualité des dépenses publiques. Mais également, il y a une question très lancinante au Sénégal. C'est la question, je parle que des choses qui sont dans le code de transparence, hein. C'est la question de l'influence publique politique, hein, l'influence politique par rapport aux régies financières. Et, quel est l'impact, le niveau, le degré de gêne que provoque cette influence politique-là, surtout dans un contexte où on a vu que il y a surtout des administrations dans le secteur financier qui sont très politisées aux autres. Hein, voyez-vous, nos inspecteurs des impôts, nos impôts du trésor, etc., font tous maintenant de la politique. Et il y a un risque. Il y a un risque dans ça par rapport à cette disposition du code de transparence liée à l'influence politique. Est-ce que vraiment ce niveau d'implication politique, donc dans la politique partisane, n'est pas une entrave à l'intégrité du système de façon générale, aussi bien dans la gestion des carrières des agents, tout comme également dans le choix des dépenses et d'exécution des dépenses publiques. Un autre élément, c'est le conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts par rapport à certains mécanismes. Et là, j'y reviendrai plus tard, mais par exemple, dans le cadre d'une étude que nous sommes en train de faire sur les mécanismes internes, mais aussi les mécanismes qui concernent, parfois, on peut dire, la protection des agents, mais en même temps, qui créent des situations où il y a des intérêts en jeu. Par exemple, la façon dont les fonds communs sont déterminés, par exemple, à l'administration. On est d'accord que c'est une administration où les gens sont à risque par rapport à des facteurs corruptogènes. Et pour éviter cela, il est bien que ces agents soient bien traités pour les mettre à l'abri de tout ceci. Mais il faut quand même une réglementation qui va au-delà des conflits d'intérêts. Par exemple, est-ce que c'est un arrêté qui doit permettre de fixer les fonds communs ou bien est-ce qu'il faut trouver d'autres mécanismes qui permettent de gérer la question des conflits d'intérêts dans l'attribution de certains avantages aux agents de l'administration financière? Je ne parlerai pas beaucoup de rôle des organes de contrôle parce qu'ils ne sont pas là, mais je voudrais surtout aussi maintenant parler des instruments qui sont, quand on parle de FFI, de flux financiers illicites, Magaï le sait mieux que moi,
il y a d'une part, c'est vrai, des stratégies d'optimisation des entreprises multinationales, même si il me semble que, d'après nos recherches, au niveau des régies financières, bon, j'ai l'impression on ne tient pas compte de l'importance véritablement de ces facteurs-là, dans la mesure où il semblerait, selon leur dire, que les entreprises multinationales payent quand même leur part d'impôt. Bon, la question, c'est combien elles payent et par rapport à ce qu'elles devaient payer. Mais ils mettent l'accent plus davantage sur ce qu'on peut appeler le banditisme fiscal local, c'est-à-dire les acteurs économiques locaux qui arrivent à échapper, et aidés en cela par notre sociologie qui facilite un peu donc des avantages qui sont de temps en temps donnés. Mais ça, c'est évident que c'est des risques de perte énorme de ressources. Parfois, c'est des interventions politiques ou religieuses, etc. Et donc, justement, ça ramène encore dans le débat la question de l'influence politique. Mais il y a surtout les instruments qui sont mis en place de façon légale. Et là, je voudrais quand même interpeller les acteurs, surtout Magaï, même s'il n'est plus, comme il le dit, dans ce chantier-là. Mais je sais qu'il était personnellement impliqué, par exemple, dans l'analyse et l'évaluation de certains mécanismes légaux comme les conventions fiscales qui sont mises en place par nos États, mais qui sont des facteurs d'évitement fiscal aussi, malheureusement, comme les exonérations, la fiscalité surtout dérogatoire. Et là, un travail récent qu'on a fait dans le secteur minier a montré que, voyez-vous, ce qu'on a comme dépense fiscale dans le secteur est beaucoup plus important que ce que l'État reçoit sur la base des paiements qui sont révélés par le rapport ITIE, par exemple. Beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'il y a même un déficit à ce niveau-là si l'on compare les incitations fiscales dans le secteur minier et les retombées que l'État reçoit. Ici, on est à 275 milliards maintenant, alors que la dépense fiscale pour l'année 2021, comme on l'a montré, faut plus de 300 milliards. Et la plupart, c'est au niveau du régime dérogatoire. Et également, il y a les traités bilatéraux d'investissement qui sont aussi un autre instrument, mécanisme mis en place, mais qui favorise véritablement cet effritement des ressources qui sont mobilisées. Donc, voilà, je pense que là, c'est des questions sur lesquelles on aimerait avoir des réponses opératoires. Donc, si vraiment on peut les avoir parmi les représentants des régies financières actuellement avec nous dans le cadre de ce travail. Alors, maintenant, je voulais... Donc, là, on parlait surtout de ces facteurs corrosifs sur la mobilisation des ressources qui sont nombreux, même si on sait qu'il y a des efforts qui sont faits pour cela, pour les réduire. Et également, il y a effectivement, on le sait aussi sur la base de certaines analyses, que la marge est importante pour augmenter la pression fiscale. On peut aller au-delà des performances même qui sont faites aujourd'hui. Alors, je finirai, Abdelaziz, sur les mécanismes de dépenses publiques et également de transfert vers les collectivités territoriales. Alors, là, j'ai une question parce que ça nous intéresse beaucoup. On travaille en ce moment sur les dépenses publiques qui sont... le taux est très faible par rapport aux transferts qui vont vers les collectivités territoriales. Alors que nous sommes dans un contexte où même l'acte 3 de la décentralisation à l'horizon 2025 plutôt devait permettre à ce qu'on arrive maintenant à des collectivités territoriales qui sont véritablement solides et viables. Alors, il se trouve que ces transferts-là ne représentent que 1,7% du budget
c'est trop minime. Mais le problème, c'est que non seulement c'est petit, donc ça ne règle pas la préoccupation d'équité territoriale que nous recherchons, mais le problème, c'est il y a aussi des obligations légales en matière de fonds recouvrés qui doivent être transférés vers les collectivités territoriales, mais qui ne sont pas respectés. Alors, notamment sur certains fonds miniers, dont le fonds d'appui au développement local. Alors, je vois qu'on a quand même, dans le cadre de travail-là, essayé de mobiliser les collectivités territoriales pour qu'elles puissent porter le leadership de l'engagement nécessaire pour que non seulement le taux des dépenses transférées vers le territorial puisse augmenter, pourquoi pas aller jusqu'à 5% au moins d'ici 2025, mais également que les fonds d'appui au développement local soient effectifs. C'est de l'argent qui est normalement collecté au niveau du trésor, mais qui doit retourner au collectivités territoriales, parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas la preuve d'un seul franc qui est donné à ces collectivités territoriales. Par contre, au même moment, on constate quelque chose de pas très clair. Et c'est cela qui est important que nous soyons édifiés, parce qu'on parle de transparence budgétaire aussi. C'est ce fameux fonds d'appui à la décentralisation. Non, non, fonds d'appui à l'acte 3 de décentralisation. Peut-être que Magaï connaît, parce que ce fonds-là, on ne voit pas sa source légale. Qu'est-ce qui établit ce fonds? Mais pourtant, ce fonds est utilisé pour être affecté à certaines collectivités territoriales. Et il y en a certains qui se disent que ces fonds-là ne sont pas attribués selon des critères clairs et transparents et que certaines collectivités territoriales qui seraient politiquement en phase avec le régime en profiteraient plus que d'autres qui ne sont pas en phase avec le régime. Donc ça, c'est des questions que nous avons sur lesquelles nous voulons avoir des réponses. Et je ne sais pas si finalement on a quelqu'un du Trésor pour nous expliquer par rapport à ces fonds-là. Mais bon, donc vraiment, ça, c'est des questionnements. Juste, bien peut-être toi-même, en tant que chercheur dans le secteur, qui pourra nous édifier sur ces grandes questions que nous avons et que nous pensons pouvoir clarifier parce qu'il y va de la transparence, il y va de l'équité dans l'utilisation des ressources publiques. Voilà, je te remercie. Et pour Magaï, maintenant, j'ai bien entendu, et je pense que Mamadou Massour aussi t'a entendu. Et si tout se passe bien, nous aimerions bien que Khombol soit parmi nos prochaines destinations dans le cadre de la phase 2 de ce projet, et ça nous permettra de venir appuyer le travail important que tu fais, que nous suivons de loin, et toujours dans l'intérêt des populations, parce que nous savons que le développement ne peut se faire qu'à partir du local, donc des collectivités territoriales, et nous sommes le premier militant pour que davantage de ressources publiques soient vraiment orientées vers les collectivités territoriales pour vous permettre de faire face à toutes ces obligations et compétences qui sont déjà transférées à vous. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Khan, de cette contribution remarquable, de ces questions posées. En tout cas, moi, je n'ai pas les réponses. On va voir peut-être au cours des débats, n'est-ce pas? Mais en tout cas, il s'agit de problématiques très intéressantes. La question de la politisation de l'administration en général et de l'administration des finances en particulier aujourd'hui est de plus en plus débattue. C'est une question importante. Et on a des modèles dans le monde qui permettent tout simplement de sécuriser en tout cas ces espaces, parce qu'on a vu que le phénomène a été accentué au Sénégal. La question des transferts budgétaires. Hier, j'étais dans un panel avec la Direction générale des impôts et des domaines. Hier, et on avait les transferts tournés autour de 60 milliards, notamment le FECT, le Fonds d'équipement des collectivités territoriales, et le FDD, etc. Bon, je crois qu'on va peut-être, Ilman, pour permettre à tout le monde de participer. Oui, vous permettez un peu? Voilà, prendre les intervenants. Parce qu'il nous reste encore... Il y a Babacar Sy qui lève la main. Nous avons maximum
15 minutes. Ce sera bientôt 17 heures. Aziz, Oui. je peux au moins répondre aux interpellations de Eliman avant de pouvoir poursuivre. Oui, oui, mais vraiment de façon très ramassée. En tout cas, j'ai pu recenser 3, 7, 8, 9, 10 interpellations. Et les 9 s'adressent à l'inspecteur des impôts. Une ou deux s'adressent au maire, alors qu'il a invité le maire. Donc, il a plus interpellé l'inspecteur des impôts que le maire. J'ai compris subtilement comment il a voulu me faire participer au débat. C'est vrai qu'on a eu d'anciens débats sur des questions de flux financiers illicites, sur les questions de prix de transfert, déclaration effective des propriétaires effectifs. Des problématiques qui sont soulevées à l'international et qui ont eu le prolongement jusqu'au Sénégal à travers le Bureau de la coopération internationale que j'ai dirigé pendant presque 4 ans. Alors, mais maintenant, d'abord, les réponses du maire par rapport un peu aux questions qui ont été soulevées. La première, elle est relative à la publication du budget. Nous, au niveau de la commune de Khombol, d'abord, l'année passée, la première année de vote, d'adoption, de mise en œuvre du premier budget, c'était en 2023. En janvier déjà, à partir du moment où le budget a été approuvé par les représentants de l'État, on a demandé à toute personne intéressée d'en faire la demande et d'envoyer son adresse mail, et le même budget lui a été transmis. Après l'avoir posté dans le site de la mairie de Khombol, mairie-de-Khombol.fr. Donc, sur ces questions-là, nous n'avons pas de problème. Relativement à l'interpellation d'Abdelaziz Kébé sur le cabinet 313, voilà, je crois que si vous faites le tour du Sénégal, vous n'allez pas avoir la proportion de budget par rapport au cabinet du maire plus faible que celui que nous avons, ou celle, la proportion que nous avons à la commune de Khombol, puisque nous avons élagué toutes les dépenses attribuées au cabinet du maire, en dehors de son salaire et un peu du secrétariat du maire, de l'assistante. En dehors de mon salaire, il n'y a aucune autre rubrique. Et ce salaire-là a été mis à la disposition des femmes pour financer des activités génératrices de revenus. Nous l'avons mis à la disposition d'une banque qui nous a levé un crédit que nous avons déposé auprès d'une mutuelle qui a permis de lever 40 millions de financement pour les femmes et les jeunes avec un taux d'intérêt de 0% et des frais de dossier de 0 francs. Donc, pour le cabinet 313, Abdelaziz à Khombol, si je vous présente le budget, vous allez vous rendre compte que c'est un cabinet qui a été dégarni complètement. Donc, Eliman, sur les flux financiers illicites, le Sénégal vient d'adopter, ça fait pas très longtemps, je crois que ça fait moins d'une année, la loi ou les dispositions légales portant sur la déclaration du bénéficiaire effectif en matière de création d'entreprise. Un pas important vers la transparence budgétaire, d'abord la transparence de la déclaration et du paiement des impôts, et la transparence dans la mobilisation des recettes. Donc, toute personne morale détentrice d'action dans une société est obligée de déclarer la personne physique bénéficiaire en dernier ressort des dividendes et de tout autre intérêt sur l'entreprise. Donc, c'est un pas important. Autre élément, c'est la déclaration et la documentation en matière de prix de transfert. Le Sénégal a adopté de nouvelles dispositions depuis 2018, mais qui avaient du mal à être complétées par, disons, l'arrêté portant prix de transfert et également la documentation obligatoire qui doit être déposée par toutes les filiales internationales qui ont des intérêts au Sénégal. Laquelle déclaration devra maintenant avoir comme information la part d'impôts payés dans les différents pays d'installation de l'entreprise, les parts d'actifs et autres. Donc, un certain nombre d'éléments de transparence qui vont faire qu'en réalité, Dans une minute, hein, dans une minute, s'il vous plaît. les prix de transfert constituent et leur déclaration un élément important. Quant à la politisation de l'administration, on nous le reproche très souvent, mais au fond,
mais en prenant les cas de manière générale à la Direction générale des impôts et des domaines, vous allez vous rendre compte qu'elle n'est pas, disons, politisée. Puisque les positions de responsabilité, depuis le directeur général jusqu'aux 13 directeurs qui composent, disons, le comité de direction de la Direction générale des impôts et des domaines, 3 seulement font de la politique. Donc, regardez, le directeur général n'en fait pas. Sur les 13 directeurs, les 10 ne font pas de la politique. Évidemment, on ne peut pas interdire à un agent dont le corps ou les dispositions du corps n'interdit pas de faire de la politique, d'en faire. Nous sommes là, nous faisons de la politique, mais ce qui n'impacte pas du tout le niveau de traitement des dossiers, mais également de nos rapports avec les usagers, puisque dès qu'on franchit la porte de notre bureau, notre couleur politique. Donc, c'est et éviter un peu disons, reprocher aux agents de l'administration de faire de la politique. Maintenant, est-ce que ça impacte sur les nominations? Donc, je ne le pense pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Boy, de vos réponses et des éclaircissements. Merci beaucoup. Il y a M. Marie Boy aussi. Oui. Bigué, est-ce que vous pouvez m'aider pour les débats? Oui, alors déjà, on a une question dans le chat qui vient de Babacar. Je pense qu'on peut lui ouvrir son micro pour qu'il puisse prendre la parole directement. Monsieur, si vous pouvez désactiver votre micro et prendre la parole directement. Oui, je suis. Semble-t-il qu'il ne soit pas là, mais sinon, vous pouvez directement lire sa question dans le chat. Qui est plus une contribution d'ailleurs. Bonjour. Alors voilà, c'est Allô. bon. Bonjour, chers panélistes. Vraiment, je vais faire tout juste ma modeste contribution en tant qu'acteur membre au niveau du cadre de concertation sur le suivi budgétaire à Saint-Louis. Je remercie beaucoup M. Kane et surtout M. Kébé et M. Mansour de l'USAID. M. Diop qui nous a fait vraiment une belle présentation sur l'importance du principe sur la transparence. Et en fait, moi, c'est sur ce point où je voulais même un peu intervenir, sachant qu'il a beaucoup parlé un peu du processus budgétaire et du contrôle sur le suivi budgétaire. Cette mission allouée aux parlementaires qui vraiment demeure un peu timide. Et là, ce qui nous intéresse, nous, le plus, c'est l'action au niveau territorial. Mais effectivement, sur beaucoup de programmes, nous ne sentons pas ce contrôle parlementaire sur certains programmes au niveau territorial. Je suis un acteur qui intervient dans le développement à la base et sur la santé, où nous rencontrons actuellement d'énormes difficultés et il ne nous est à aucun moment arrivé de pouvoir bénéficier effectivement d'une visite de parlementaires venus s'enquérir des conditions de travail de l'état d'avancement des différents programmes de l'État à ce niveau. Et je pense que là, vraiment, ma modeste suggestion, c'était de voir par quelle stratégie, effectivement, ce rôle de suivi et de contrôle parlementaire soit beaucoup plus renforcé. L'autre aspect, vraiment, j'ai été séduit par la présentation de M. le maire de Khombol. Moi, je suis un acteur de l'acte 3 de la décentralisation. Saint-Louis figure parmi l'une des villes phares, l'une des villes modèles en matière de décentralisation avec la création des conseils de quartier. Et si je vous dis, dans le processus budgétaire bien défini au niveau de Khombol, avec cette implication des conseils de quartier depuis l'élaboration, l'orientation et la validation, c'est vraiment quelque chose dont nous aimerions que ça puisse faire tache d'huile à travers toutes les collectivités territoriales. Parce que le budget communal,
est le reflet des attentes et des aspirations des populations. Mais nous, à Saint-Louis, ce que nous constatons, effectivement, dans les travaux des commissions, ce sont des travaux qui sont lancés le premier jour, le deuxième jour, après tu ne vois plus personne. C'est l'équipe municipale maintenant après qui s'enferme entre ces quatre murs avec son maire et qui, un bon jour, convoque voilà, le débat d'orientation et la validation du budget. Et ce qui veut dire que maintenant, ces orientations ont été des orientations spécialement conçues au profit des conseils municipaux ou bien à d'autres intérêts. Maintenant, je pense que l'acte 3 doit être accéléré à ce niveau. On ne peut plus parler de budget. Moi, je ne parle pas de l'État, mais dans nos communes, on ne peut plus parler de budget sans pour autant ne pas tenir compte de l'aspiration des populations qui ont été longtemps organisées autour de ces cadres de concertation. Ils ont un mot à dire, ils ont des orientations à faire et ils doivent même bénéficier d'un droit de vote pendant ce processus budgétaire. Mais ce droit de vote, jusqu'à présent, nous fait défaut, qui sont des manquements par rapport à cet acte 3. Vraiment, je pense que moi, je veux beaucoup insister sur ce point, sur l'implication des conseils de quartier, sur tout ce qui touche le processus budgétaire depuis son début jusqu'à la fin. Et concernant aussi, effectivement, le retard sur le transfert. Si vous pouvez résumer, monsieur Si vous pouvez résumer. Oui, donc voilà. 30 secondes, si vous pouvez résumer. Voilà, et résumer en quelque sorte, comme M. Khan venait de le dire, il faudrait qu'on revoie la mobilisation des ressources face à la qualité des dépenses. Le plus petit exemple, dans les communes ou dans notre commune, la qualité, les dépenses priment sur la mobilisation des ressources. Ce qui veut dire donc que les aspirations des populations jusqu'à présent ne sont pas encore très bien atteintes. La déclaration de patrimoine des maires, c'est une belle suggestion. J'adhère et je pense qu'aussi ça, on doit l'inscrire dans les organes de contrôle de l'État. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Si, pour votre intervention. Au Kenya, au Mozambique, les citoyens sont invités, n'est-ce pas, au ministère des Finances lors de l'élaboration du budget. Ça, c'est une originalité, n'est-ce pas, du droit budgétaire anglophone. La mobilisation des ressources aussi, elle est vraiment importante. Parce que l'acte 3, la phase 2, effectivement, M. Si, c'est la mobilisation des ressources, n'est-ce pas, etc. Merci beaucoup. On peut prendre un autre intervenant. Est-ce qu'il y a d'autres? Biga, est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Non, il n'y en a pas qui se signalent. Mais n'hésitez pas, mën ngeen wax wolof bu dee français bi moo leen jaaxal bu ngeen jëlee parole mën ngeen wax si wolof aussi Abdou Aziz dina làkk wolof bu baax. Oui, prof, moi je pense qu'il n'y a pas de réaction, hein. Je pense qu'on peut... D'accord. On peut clôturer, sauf si peut-être qu'il y a les panélistes veulent faire un dernier tour de table pour conclure. Tout à fait. M. Boy ou M. Diop, si vous avez des précisions. Non, c'est bon. Merci. Bon. En tout cas, merci beaucoup. Félicitations aussi pour ces belles initiatives au niveau de la commune de Khombol. C'est des initiatives, à mon sens, à encourager. En tout cas, Ilman, moi, je vous remercie de m'avoir associé à cette importante activité de réflexion, d'échange, très fructueux. Je crois aussi que ce serait bien d'avoir un cahier de recommandations
quelques recommandations à la suite de ces échanges, n'est-ce pas, ces bonnes pratiques, les insuffisances aussi de notre système de transparence. Je remercie aussi M. Diop pour sa présentation, Bigué aussi de m'avoir associé à cette activité, et vous remercie de m'avoir donné la parole. Iliman, merci beaucoup. Merci vraiment, Abdulaziz. Merci encore à M. le maire Magaye Boye. Merci à Mamoun Diop. Merci à Babacar Sy qui vient de prendre la parole. Merci à nos partenaires de l'USAID, Mouhamadou Mansour Diagne et ses collègues qui sont avec nous pour suivre. Et à l'équipe aussi. Oui. Iliman, si vous permettez, je réfléchissais comme ça. Est-ce que ce ne serait pas bien de répertorier les dispositions inappliquées du Code de transparence? C'est une bonne proposition, intéressante. Voilà, voir sur chaque point qu'est-ce qui est appliqué, qu'est-ce qui n'est pas appliqué, et de voir même le tour dans l'espace suivant. Tu regardes tout ça. Excellente suggestion. Et je pense que donc ce sera noté dans la note de synthèse du webinaire que va nous préparer Big et Marcel. Donc, en plus des autres éléments clés qui ont été discutés ici, c'est ce qui nous permet de donner suite à l'intérêt du débat que nous venons d'avoir et de poser des actes comme celui-là que tu viens d'énoncer, à savoir faire un suivi effectif donc, de la mise en œuvre du Code de transparence qui existe depuis décembre 2012, n'est-ce pas? Exactement. Je crois que c'est à cette date-là. On est le 28, non? Je pense. Oui, tu te rends compte? C'est incroyable. On fait l'anniversaire du Code de transparence. Ah, tu vois, ça, c'est une heureuse coïncidence pour dire que on n'avait pas pensé à ça, hein, parce que la dette a été reportée et tout. Donc, pour dire que vraiment, c'est une question lancinante et certainement continuer d'y travailler pour assurer un avenir meilleur à notre pays. Donc, merci vraiment à tout le monde, tous ceux qui sont derrière. J'ai parlé de Bigué, j'ai parlé de Georges qui occupe de la réalisation, de l'animation, de la diffusion de tout ce que nous faisons et de toute l'équipe de l'ex-Africa qui suit derrière. Encore une fois, merci, professeur. Et je te laisse le soin, sauf si Mansour veut dire un dernier mot, de clôturer ce webinaire. Vous pouvez le faire, hein, Iliman. Vous pouvez le faire directement, je crois. Est-ce que Mansour est avec nous? Ou bien quelqu'un du projet appui à la gestion des finances publiques? Oui, merci beaucoup, M. Eliman. Merci beaucoup à... oui, merci beaucoup aux panélistes. Moi, je suis Papa Sanou, je suis chargé des responsables des subventions. En tout cas, nous avons su avec beaucoup d'intérêt déjà le webinaire que l'ex-Africa a organisé aujourd'hui. Et je pense que nous avons beaucoup appris aussi concernant déjà cette question des flux financiers et aussi l'ensemble de la chaîne budgétaire, etc., de la transparence et de tous les principes y afférents. En tout cas, USAID reste toujours connecté avec ce consortium-là qui fait un travail énorme dans les collectivités locales. Et comme Eliman vient de le dire aussi, pourquoi pas à Humboldt dans la deuxième phase. Je pense que cela fera également un plaisir de pouvoir appuyer pas mal de collectivités locales dans la transparence budgétaire, mais aussi dans l'intégrité et la lutte contre les flux financiers illicites pour une gestion efficace et responsable des finances publiques au Sénégal. En tout cas, merci beaucoup et nous restons connectés avec vous tous. Merci beaucoup. Merci, Pape Sanou. Et donc, merci à tout le monde et à très bientôt pour une prochaine opportunité d'échange sur les politiques publiques. Merci, au revoir. Je veux dire.